Au cœur du Burkina Faso, dans le village de Kolognaba, où les manguiers offrent leur ombre généreuse et où le son du pilon rythme les journées, vivait un jeune homme nommé Adama. Adama était vif d'esprit, travailleur, mais une graine d'impatience grandissait en lui. Il observait les rares voitures qui traversèrent le village, transportant des gens de la ville vêtus de tissus brillants, et son cœur se serrait de désir. Il ne rêvait pas seulement de richesse, mais de l'image de la richesse. Le respect, l'admiration, le pouvoir de faire taire les moqueries sur ses sandales usées. Son père, un vieil homme sage dont les mains portaient les marques de la terre, lui disait souvent « Adama, la vraie richesse ne se porte pas sur le dos, elle se cultive dans le cœur et dans les greniers. La terre ne ment jamais. Ce que tu lui donnes, elle te le rend. » Mais pour Adama, les paroles de son père sonnaient comme un vieux proverbe démodé face à l'éclat hypnotisant de la modernité. Un jour, un cousin éloigné, Idriss, revint de la grande ville. Il descendit d'un taxi-brousse, non pas avec la fatigue du voyageur, mais avec l'arrogance d'un conquérant. Il portait des lunettes de soleil, même à l'ombre, une montre dorée qui scintillait, et distribuait de petits billets aux enfants qui l'entouraient. Idriss ne parlait pas de son travail, mais il racontait des histoires de soirées, de contrats faciles, d'argent qui coulait à flot. Pour Adama, Idriss était la preuve vivante que ses rêves étaient à portée de main. « Laisse tomber la houe, mon cousin », lui dit Idriss un soir en tapotant sa poche. « La terre, c'est pour les vieux, la vraie vie, l'argent rapide, c'est en ville. Viens avec moi, je vais te montrer comment on devient quelqu'un. » Malgré les supplications de sa mère et le silence désapprobateur de son père, Adama fit son baluchon. Il quitta Kolognaba avec la promesse d'un retour triomphal, imaginant déjà la fierté dans les yeux des villageois. La ville fut un choc, un tourbillon de bruit, de poussière et d'anonymat. Idriss vivait dans un petit appartement surpeuplé, bien loin des villas qu'il décrivait. La montre dorée, une imitation achetée au grand marché. L'argent facile, des dettes contractées auprès de personnages peu recommandables et des combines qui frôlaient l'illégalité. Idriss était un maître de l'illusion. Il dépensait le peu qu'il gagnait en vêtements de marque et en sorties pour entretenir une façade de succès. L'important, expliquait-il à Adama, ce n'est pas d'être riche, c'est que les gens croient que tu l'es. C'est ça, le vrai pouvoir. Adama, d'abord déçu, se laissa peu à peu séduire par cette philosophie. Il commença à travailler, non pas dans un bureau comme il l'imaginait, mais comme vendeur à la sauvette, courant pour échapper à la police. Chaque sou gagné était immédiatement investi dans l'apparence. Un nouveau téléphone, une paire de chaussures à la mode. Il apprit à parler fort, à promettre beaucoup, à masquer ses doutes derrière un sourire arrogant. Quand il téléphonait au village, il décrivait une vie inventée, parlant de projets grandioses et d'un avenir radieux. Pendant ce temps, à Kolognaba, la vie suivait son cours. Les pluies étaient arrivées à temps. Son père, avec l'aide de quelques jeunes du village, avait non seulement cultivé leur champ familial, mais avait aussi lancé une petite coopérative pour vendre le surplus de mil et d'arachides au marché régional. Sa mère avait agrandi son petit élevage de poulets. La richesse, lente et silencieuse, s'accumulait, non pas en billets dans une poche, mais en sacs de grains dans le grenier, en animaux dans la cour, en solidarité au sein de la communauté. Des mois passèrent. Adama était devenu un fantôme de lui-même. Il était prisonnier de l'image qu'il avait créée. Il ne pouvait plus avouer son échec. La pression sociale qu'il avait voulu fuir au village était 1000 fois plus forte en ville, où chaque regard semblait juger la valeur de ses vêtements. Il était seul, endetté, et l'éclat de sa vie factice commençait à se ternir. Ses nuits étaient hantées par l'angoisse, et le bruit du pilon de son village natal lui manquait terriblement. Le point de rupture arriva un soir où, pour rembourser une dette pressante, il fut contraint de participer à une arnaque de plus grande ampleur. Mais tout tourna mal. Adama se retrouva seul, abandonné par Idriss et ses amis, dépouillé non seulement de son argent, mais aussi de sa dernière once de dignité. Assis sur un trottoir, dans l'ombre d'un immeuble luxueux où il ne serait jamais le bienvenu, il comprit enfin le poison de la fausse richesse. Elle promettait tout, mais ne donnait rien, sinon la solitude et la honte. Elle l'avait coupé de sa famille, de sa communauté, de lui-même. Avec le peu d'argent qui lui restait,
Il acheta un billet de bus. Le voyage de retour fut long et silencieux. Chaque kilomètre qui le rapprochait de Kolog Naba était un pas vers l'humilité. Il appréhendait le regard des autres, les « on te l'avait bien dit ». Il arriva au crépuscule. Le village était paisible. Il vit de la lumière dans la concession familiale. Il entra dans la cour, la tête basse. Son père était assis sur son tabouret, en train de réparer un outil. Il leva les yeux, sans surprise, comme s'il l'avait attendu. Il n'y eut aucun reproche dans son regard, seulement une profonde tristesse et une lueur de soulagement. Sa mère sortit de la cuisine, les larmes aux yeux, et le prit dans ses bras, sans un mot. Ce soir-là, personne ne lui posa de questions. On lui servit un plat chaud, le meilleur qu'il ait mangé depuis des mois. Le lendemain matin, son père lui tendit une houe. « La terre est fatiguée, » dit-il simplement. « Elle a besoin de bras jeunes. » Adama se mit au travail. Le soleil brûlait sa peau ramollie par la ville, ses mains s'écorchaient, mais chaque coup de houe était une forme de rédemption. Il redécouvrait le rythme des saisons, la joie simple d'une récolte, la valeur de la sueur honnête. Il voyait la richesse, la vraie, tout autour de lui, dans les greniers pleins, dans le rire des enfants, dans les discussions sous l'arbre à palabres, dans la main que son père posait sur son épaule. Adama n'est jamais devenu l'homme riche de ses rêves de jeunesse, mais il est devenu un homme respecté. Il a repris le flambeau de son père, modernisant la coopérative, s'assurant que les jeunes du village comprennent que la prospérité ne se trouve pas dans l'illusion d'une ville lointaine, mais sous leurs propres pieds. L'histoire d'Adama est devenue un conte que les anciens racontent aux plus jeunes. Une leçon sur le poison de la fausse richesse, qui brille comme de l'or mais pèse comme du plomb sur l'âme. Elle nous rappelle que le vrai succès n'est pas ce que l'on possède ou ce que l'on paraît, mais ce que l'on construit, ce que l'on partage, et les racines que l'on nourrit. La plus grande richesse, c'est une vie authentique, vécue avec dignité et en harmonie avec sa communauté. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à vous abonner pour plus de récits inspirés de la sagesse africaine. Prenez soin de vous.